Bonjour à tous et à toutes. Merci à l'Institut pour la photographie de nous avoir accueillis et d'avoir soutenu ce projet dont je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, je me présente un peu. Je m'appelle Ezio D'Agostino, je suis un photographe italien et installé en France depuis une dizaine d'années. Avant de faire mes études en photographie, j'étudiais l'archéologie à Florence, et notamment l'archéologie grecque classique. Mais pendant mes études, je n'ai pas eu l'occasion de faire du terrain parce que dans mon université, on n'organisait plus des campagnes de fouilles. Et la seule activité pratique que j'ai pu faire, en fait, c'est une activité qu'on appelle le lavage des matériaux, qui est constitué, en fait, on a une cagette, on vous donne une cagette avec des pierres, avec des sédiments. Et à l'aide d'une brosse à dents et de l'eau, on doit nettoyer ces morceaux de pierre pour découvrir ce qu'il y a en dessous de ces sédimentations. Évidemment, je n'ai jamais rien trouvé d'intéressant dans cette pratique, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à m'interroger sur la valeur conceptuelle de cette activité de nettoyage, parce qu'en effet, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment de cette activité, c'était vraiment la sédimentation qui m'a mené à la découverte d'une image présumée sur un morceau de vase ou sur une autre pièce archéologique. Et du coup, cette quête d'une image, ça m'a poursuivi dans mes études photographiques. Et je me suis rendu compte qu'en effet, c'est cette sédimentation qui m'intéresse, c'est celle qui permet en fait à un objet photographique comme un objet archéologique d'exister pour nous au niveau de la temporalité, au niveau des regards. Les projets que je vous présente aujourd'hui, qui étaient soutenus par l'Institut pour la photographie, s'appelle True Fate. C'est un projet que j'ai commencé en 2014, dans une première phase de recherche, et qui est né suite à un souvenir d'enfance, parce qu'en mai 1987, j'étais amené par ma mère dans un livret près de chez nous, dans le sud de l'Italie, où à la suite d'une forte chute de neige assez inhabituelle, la branche d'un arbre s'était cassée et quelqu'un avait reconnu en fait un visage, que c'était le visage du Christ. Du coup, tous les villages étaient accourus pour voir de ses propres yeux cette image qui était apparue, et moi aussi je fus amené devant cet arbre, mais à l'époque j'avais 7 ans et je n'ai eu qu'un arbre, et je n'ai pas pris de photos. Du coup ensuite, 30 ans après, j'ai commencé à me réintéresser à ces phénomènes. J'ai commencé à m'intéresser justement à ces phénomènes au niveau national. Du coup, j'ai découvert que l'Italie, c'est un des pays avec le plus d'apparitions au monde. Ils sont enregistrés plus d'apparitions au monde. Et j'ai pu, à travers des recherches sur des archives des journaux dont les plus anciens datent du 1936, reconstituer en fait une cartographie de l'invisible, ce que j'appelle une cartographie de l'invisible de ces pays où justement on a ces phénomènes qui sont assez diffusés. Et, du coup, à partir de 2015, j'ai commencé à voyager dans les différents lieux où les apparitions ont été vues. Et ma pratique est constituée du fait que j'arrive dans les villages ou dans les villes. Je demande aux gens en fait de m'accompagner, de me montrer ce qu'ils voient sur les supports qui sont les plus différents. Donc, on a des murs, des grottes, des pompes à essence, des portes, des lampadaires ou autre chose. Et du coup, les gens m'amènent devant l'image qu'ils voient. Et ils me décrivent l'image, ils me décrivent parfois la caractérisation psychologique du portrait qu'ils voient, et moi je mets à leur disposition en fait mon appareil photographique. C'est-à-dire que je prends la photographie de quelque chose que je ne vois pas, parce que je ne reconnais aucun visage dans ce qu'ils me montrent. Et du coup, j'enregistre avec les médiums photographiques un témoignage dont je ne fais pas partie en fait. Et tout ça, du coup, ça m'a amené évidemment à questionner la valeur de l'image en tant qu'image document, et encore cette stratification du regard qui peut constituer une forme de vérité ou pas dans une image photographique. Et j'ai enregistré et j'ai transcrit des entretiens que je mène avec ce que j'appelle les voyants,
pour justement donner aussi à la parole de ces gens la possibilité de montrer en fait l'image. Pour eux, c'est une image qui se manifeste à travers un récit, du coup à travers une parole qui a une valeur vraiment poétique dans le sens grec, poietikos, de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Du coup, à travers la verbalisation de leur vision, en fait, on a la possibilité de voir une image. Les premières images que j'ai prises ont été réalisées dans le sud de l'Italie, où j'ai mené 2 voyages en 2015 et en 2016. Et c'était très intéressant le fait que les gens ont une énorme envie en fait, de parler de ce qu'ils voient. Déjà parce que ça n'arrive pas souvent que quelqu'un s'intéresse à des phénomènes qui sont considérés très folkloriques ou très populaires. Et ce qui est sorti de mes entretiens et ces rencontres avec ces gens, c'est le fait qu'il y a vraiment un débordement de cette image latente dans la réalité du village, du coup dans l'espace concret du territoire. C'est-à-dire que c'est à travers cette image qu'il y a plein de choses qui se produisent, il y a des mariages qui s'organisent, des naissances qui sont organisées, il y a des déménagements des gens, il y a des aménagements, des destructions des murs, des constructions de barrières pour empêcher aux pèlerins d'arriver. Du coup, il y a tout un mouvement social et géographique qui s'est construit autour de cette image qui reste pour moi invisible. Il y a aussi des miracles présumés. Et du coup, il y a des effondrements d'immeubles qui ont été empêchés justement parce que l'image est apparue sur un mur. Il y a des guérisons des maladies et d'autres phénomènes qui sont reliés à cette image. Et, du coup, ce travail qui est encore en cours, ça me mène encore à découvrir des réalités inconnues par rapport à un phénomène qui a presque un contact plus réel avec les réels, justement, qu'avec une image photographique. Parce qu'en tant qu'image, entre les 2 images latentes, je trouve que l'image photographique, c'est celle qui sort un peu affaiblie en fait, de cette confrontation avec une image latente. Et Gilles, si tu veux te rattacher. Merci Ezio, merci à l'Institut pour la photographie pour ce dialogue rendu possible. Alors en général, déjà le dialogue n'est pas tout à fait facile sur ce genre de sujet, puisqu'on est dans le domaine de la croyance, donc parfois quand on parle, il y a des sujets qui font sourire, il y a une douce hilarité qui se manifeste dans l'audience. Et il se trouve que moi je suis initialement historien du Moyen-Âge, et que je suis naturellement confronté, comme si c'était évident, à des images qui font des miracles, qui saignent, qui pleurent, qui parlent, qui guérissent évidemment. Et quand en septembre 2014, j'entends parler de ce que je vais appeler la Vierge de Jalais ou la Vierge de Sars-Station, eh bien, je me dis, ça c'est un signe, en quelque sorte, pour moi, de faire du terrain pour la première fois. J'en avais beaucoup envie depuis longtemps. Ça me manquait de faire du terrain sur un cas finalement pour lequel j'avais une certaine familiarité par mes explorations dans la période médiévale. Et donc on est face, vous allez voir apparaître, on est face à une petite statuette d'une vingtaine de centimètres en plâtre. Et elle apparaît verte parce qu'il y a un enduit de sulfure de zinc, de ursite, comme on disait au début du XXe siècle dans une terminologie chimique ancienne, et donc qui la rend phosphorescente. Mais elle est phosphorescente d'une manière très particulière parce que là, elle a été prise à l'appareil photo, justement. Elle rend un vert très intense, alors que la perception que l'on a du phénomène quand on est sur place, et il faut aller le voir non pas pour le croire, mais pour se rendre compte du phénomène, c'est plutôt une couleur blanc-lune. Les gens parlent d'une lumière très claire, d'une apparence cristalline de cette statuette qui, en janvier 2014, dans une petite maison, là j'ai indiqué le lieu où ça se passe, dans les Hautes-Fagnes, donc aux confins de la Belgique, entre l'Allemagne et le Luxembourg, pardon,
Et donc sur les hauteurs, voilà, on est dans une région de bois, de landes, avec un habitat relativement dispersé, le long d'une route qui monte dans une maison relativement modeste. Se trouve depuis 15 ans cette petite statuette qui soudain, aux yeux des propriétaires, Nadia et Daniel, se met dans la cuisine à s'illuminer à un moment particulier. Très rapidement, les habitants se regroupent. Très vite, des dizaines de personnes le soir venu attendent pour pouvoir voir cette petite Vierge. Alors évidemment, c'est pas la Vierge qui apparaît, mais c'est l'image elle-même, c'est la statuette, la figure de la Vierge qui, dans le garage, une fois qu'on ferme la lampe, une fois qu'on ferme le garage, va apparaître aux yeux des gens qui s'amassent. Et là aussi, la commune, donc les autorités ont du mal à contenir l'effervescence pendant le mois de mars 2014. Les gens viennent déposer des ex-voto et notamment des petites photographies d'identité. Évidemment, le mot identité ici, entre l'association que l'on va mettre sur la petite image, à savoir un vœu en disant « j'espère que mon petit garçon va guérir, j'espère que ma belle-fille aura une vie heureuse avec son mari, etc. » avec mon fils en l'occurrence. Donc on a une série d'actes qui lient très fortement cette image à d'autres images. Et durant ces mois intenses du printemps 2014, moi je ne suis pas encore sur le terrain, j'apprends cette histoire en septembre 2014, donc ce sont des images qui ont été prises notamment par des photographes. Là il y a un accident qui se passe devant la maison, évidemment il y a beaucoup de gens, miraculeusement entre guillemets, extrêmement bénin. Il y a une dame qui met le point GPS de la maison du couple Nadia et Daniel et qui se fait emmener dans les bois, et là elle découvre une grande lumière, et au terme d'un certain nombre de semaines très intenses, la statuette est emmenée à l'université de Liège, au département de physique des matériaux, pour en fait subir une forme d'archéométrie complète de la part des scientifiques. Et c'est là qu'on entre évidemment dans la controverse, dans ces régimes de vérité, à la fois celui de la foi, disons, et celui de la science. À ce moment-là, on recueille des témoignages qui sont très surprenants, notamment, j'espère que ça ne s'explique pas, parce qu'en effet, comment se résoudre à un monde d'objets complètement inanimés. Et donc, on passe cet objet très étrange, qui date des années 30. La majorité des gens pensent qu'elle est des années 60, mais en ayant étudié dans les archives du sanctuaire de Banneux, puisque c'est en fait une petite statuette de cette statue qu'on rapporte après un pèlerinage, qui de fil en aiguille se retrouve finalement chez Nadia et Daniel 15 ans avant qu'elle a commencé à s'illuminer. Eh bien, on fait tout un travail sur un échantillonnage et évidemment conférence de presse où l'ensemble des presses de la région, même de la Belgique, se trouvent présents pour se faire entendre qu'en fait il semblerait que c'est simplement un phénomène tout à fait banal de luminescence. Évidemment, les croyants sont sceptiques, les scientifiques ne répondent pas du tout aux questions que les gens se posent, à savoir est-ce qu'elle apparaît de la même manière pour tout le monde, est-ce qu'elle brille quand personne ne la voit, est-ce qu'elle change de température, etc. Et puis évidemment, on peut toujours sauver le miracle en se disant peut-être que c'est un phénomène naturel, de cette luminescence, de cette phosphorescence qu'on a sur les petites étoiles qu'on met au plafond des chambres des enfants ou simplement des montres, des aiguilles de la montre. Mais pourquoi pas avant? Pourquoi les gens sont guéris? Pourquoi même ceux qui ne croient pas ont été guéris, etc., etc. Pourquoi cette couleur très étrange alors que la photographie est incapable de rendre cette couleur blanche? Alors évidemment, vous voyez bien qu'il y a un jeu physiologique qui se joue, parce qu'en réalité, dans l'obscurité, on perçoit beaucoup moins les couleurs. Les bâtonnets prennent le dessus sur les cônes, et donc on perçoit plus de contraste, mais moins de couleurs. Donc en fait, l'échec de la photographie produit le caractère inouï du phénomène, qui est intransitif, qui est situé, et on ne peut pas le reproduire. Donc la théorie de Walter Benjamin sur l'aura, en disant quand
quand on reproduit une image, son aura disparaît. En général, c'est faux dans le cas des images miraculeuses où la démultiplication des copies va en retour enrichir l'original. Ici, il a raison. Ici, il a raison. En effet, il y a quelque chose de tout à fait singulier et il faut y aller voir. Et donc, j'y vais, moi, en septembre. La lumière n'est pas tellement... pas suffisante, mais par une belle après-midi, comme vous voyez, du mois de septembre, je vais dans la région et je rencontre directement tout le monde, parce que c'est le 500e anniversaire de la paroisse, l'évêque de Liège, le bourgmestre, et du moment que je ne suis pas un journaliste, j'arrive à rentrer dans peu à peu dans le village, dans la communauté, et donc du coup, d'année en année, je vais travailler, et au mois de septembre, elle est justement installée, parce que c'est trop compliqué à gérer pour les habitants, et on voit dans les cas que tu présentes qu'il y a l'effervescence autour de ces situations visuelles produit voilà, une perturbation de la vie de tous les jours. Elle est mise dans l'église, et elle vole d'ailleurs la vedette à un Christ dans la tour de l'église qui finalement va tomber, un Christ du XVIIIe siècle va tomber, s'effondrer quelques mois plus tard. Donc tout ça évidemment fait cohérence, hein. Vous voyez, évidemment je ne vais pas dire qu'il s'agit de pensée magique, mais il y a une cohérence qui se fait sur la causalité des événements qui est très particulière. Je vais juste vous donner quelques cas très singuliers de témoignages. Ici, on est véritablement dans des situations que tu présentes, à savoir une personne qui a pris une photographie et qui, en voyant la photographie qu'elle a prise, découvre un reflet sur lequel il s'explique dans une lettre qui est donnée au propriétaire. Voilà, j'ai fait une photo dimanche dernier de votre Vierge. À part le reflet de mon visage, il apparaît sur le côté droit de votre statue une forme dont on voit les mains et les bras. Je trouve cela étrange, etc. etc. Autre situation particulière, d'autant plus que ce caractère très très vert de l'image, et c'est d'autant plus singulier que la photographie, et là tout ton travail, Ezio le montre, est vraiment un révélateur des invisibles. Et là ici elle bloque, la photographie bloque, donc il y a une sorte de renversement de la logique habituelle, et on le voit, hein, le cas le plus célèbre, c'est le suaire de Turin, où en 1898, Secondo Pia voit sur le négatif apparaître le visage du Christ. Et évidemment, dans tous les sanctuaires relativement connus, comme Medjugorje par exemple, on fait une photographie en essayant de voir, alors avant c'était avec le tirage, maintenant c'est sur l'écran même, si la Vierge donne un signe de sa présence à celui qui fait la photographie. Et bien sûr, on prendra autant de photos qu'il faudra attendre de signes de la Vierge. Ici, on est vraiment dans une situation particulière où, autour de cette image, se trouvent d'autres phénomènes d'image. Par exemple, lorsque je rencontre le recteur de Banneux, qui était présent sur les lieux lors de lors des premiers mois de 2014, pardon, eh bien une dame vietnamienne, médecin, qui venait de se faire convertir, m'a invité chez elle, à Liège, pour m'expliquer à quel point les images étaient importantes. Et là, lors de voyages, elle avait retrouvé des images avant, elle avait rescanné, si vous voulez, tout son parcours de souvenirs en images pour voir si des choses étaient déjà inscrites de sa conversion. Et là, elle voyait des cœurs, bien sûr, dans une piscine lors d'un voyage, ou même, évidemment, et là on est typiquement dans le sujet, elle me montre cette image en me disant, voilà, il y a le Christ, et donc on est évidemment, mon travail n'est pas d'être réductionniste, donc je ne vais pas parler de pareidolie, l'idée que, en effet, on voit dans des formes ce qu'on attend d'y voir. Donc des phénomènes, et même moi, en fait, on est troublé à force de travailler sur ces sujets-là. Un soir, je dépouillais des images, et puis finalement, j'ai vu la Vierge moi-même dans ce verre, dans sa mandorle. Donc vous voyez qu'il y a comme ça une chaîne à travers la photographie, à travers l'image, qui fait que ce sujet est pour moi passionnant. Il dit beaucoup de choses, des valeurs sur lesquelles repose en quelque sorte la société. Et il faut ce genre de cas pour que la verbalisation soit possible et dise quelque chose sur
les manières dont on construit, le monde autour de soi avec les images. Très intéressant cette question que tu poses de la construction de l'image sacrée en fait. Parce que moi par exemple quand je vais dans les villages, je demande aux gens comment ils font pour quel Christ ils reconnaissent en fait dans l'image qu'ils voient. Parce qu'il y a énormément d'images du Christ. Et là, en Italie, on a une énorme tradition iconographique par rapport au Christ, à la Vierge qui commence dans les catacombes jusqu'au tableau dans les églises, aux fresques, à la télévision, aux images pieuses et tout ça. Et là, du coup, à chaque fois, on voit qu'il y a quand je pose cette question, on commence un peu à faire un chemin à l'envers qui reconstitue en fait comment cette image elle est arrivée à être reconnue. Où elle avait été vue précédemment, parce qu'évidemment, pour reconnaître quelque chose, il faut la connaître auparavant. Et du coup, c'est intéressant de voir comment il y a toutes ces images qui sont déjà produites, qu'ils en produisent des nouvelles. Et là, l'image photographique, en effet, j'ai remarqué qu'il devient parfois, comme tu dis, la preuve. Parce que si parfois la photographie, elle n'arrive pas à photographier ce qui est visible à l'œil nu. Parfois, c'est à travers la photographie que les phénomènes se manifestent. Et là, je pense dans les dernières années, il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux qui contribuent énormément à la fois à la diffusion, mais aussi à la création de ces mythologies. Et dans le sens qu'il y a, par exemple, dans une des images que j'ai réalisées, une image à travers d'une vierge qu'on reconnaîtrait parmi des arbres. Et cette image, en fait, elle était vue par les villageois seulement une fois que quelqu'un avait pris la photo et qu'il avait postée sur Facebook. À partir de là, dans cette image qu'on ne voit pas du tout ici, mais du coup, au milieu des arbres, en fait, il y aurait une vierge qui aurait produit un miracle. Mais c'est à travers les réseaux sociaux que les gens se sont rendus compte que dans les auteurs du village, en effet, il y avait une image qui était sortie de l'iconosphère, des images virtuelles pour déborder dans les mondes réels. Et la reconnaissance, dans plusieurs de tes photographies, enfin en tout cas les témoignages, est-ce que c'est Padre Pio? Et puis non, finalement c'est le Christ qui apparaît, oui. Donc il y a une forme de révélation, de latence aussi sur l'identification du sujet. Et le fait que la photographie va être donnée à voir au plus grand nombre, ça donne lieu évidemment à un travail d'interprétation qui va objectiver le phénomène. Il y a effectivement un effet d'engouement. Là vraiment c'est la photographie qui permet l'existence du phénomène, parce que je suppose que ces situations visuelles changent avec le temps, soit qu'il y a soit que la façade est changée, soit que la forme bouge, donc, mais au moins la photographie va saisir, va faire l'événement en quelque sorte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les images que j'ai réalisées, alors que moi je continue à rien voir, j'ai eu la possibilité de montrer certaines images que j'avais réalisées aux voyants qui m'avaient indiqué l'espace, et eux ils continuent à voir l'image dans la photographie que j'ai réalisée. Du coup pour eux, ça reste un document. C'est un document d'un phénomène réel qui s'est passé dans un certain moment et qui encore continue à exister. Alors que pour moi, ça continue à être quelque chose de troublant, parce que je ne sais pas comment catégoriser en fait ce type de photographies que j'ai réalisées. C'est des documents pour qui, c'est des épreuves pour qui, pas pour moi, peut-être pour toi, mais ça reste toujours... ça dépend du regard avec qu'on pose sur ces images qu'on arrive à cerner une vérité ou pas, ou un phénomène qui s'est produit réellement ou pas. Je vais reprendre le document. J'étais assez troublé par... voilà, il faut vraiment, dans une situation qui est intitulée Jésus-Christ 2006, évidemment les gens qui interprètent, qui verbalisent, comme tu dis très bien, à l'occasion d'une photographie, sont eux-mêmes dans le doute. Ils ne sont pas tellement assertifs, voilà, et souvent c'est l'image qui va rendre la chose plus nette, qui va en quelque sorte sceller la révélation ou donner l'assurance qu'il y a une réalité visible. Ici je disais, voilà, même si à l'œil nu on ne la remarquait pas, donc on voit bien que c'est la photographie qui va acter. Avec un objectif, l'image apparaissait de manière très nette.
hein. Et certaines personnes, pas tout le monde, certaines personnes, je continue à lire le témoignage, certaines personnes arrivaient à reconnaître l'image et donc d'autres pas. Et dans le cas 11, Jésus-Christ 2012, j'étais assez frappé par le fait que c'est... là, c'est l'ensemble des fidèles qui voient l'image. Et donc, ça me fait penser à un texte assez frappant de Thomas d'Aquin, qui explique qu'il y a deux façons pour le miracle d'image de s'effectuer. Soit donc, lors de la messe, hein, et de la transformation des espèces, du sang et du corps du Christ, soit c'est l'hostie elle-même, l'image elle-même qui se change pour l'œil de quelqu'un, et donc de tous, puisque c'est dans l'objet lui-même que ça change, ou alors c'est la perception pour un seul qui est changée, mais toujours par l'intermédiaire de Dieu, puisque c'est évidemment l'image agit, mais elle est essentiellement agie, en tout cas dans le dogme classique, elle est agie, hein, elle est transitoire dans le cas quand on voit une image bouger, quand elle saigne, c'est très réel, mais ce n'est pas l'image elle-même, c'est éventuellement son habitation par le saint ou la sainte à un moment donné qui la fait agir. C'est une force qui est donnée à l'image à un moment donné. Par exemple, quand il y a des impies qui se moquent de la Vierge, eh bien son bras va subitement tomber. Évidemment, ce n'est pas la Vierge, la statue elle-même, l'image, c'est la Vierge qui, à travers sa représentation, va agir. C'est la même chose pour la guérison. On voit très bien dans le cas de Jalais comment la médiation, c'est très important, va passer précisément par, en l'occurrence, Nadia, qui va porter la Vierge pour la poser sur le corps, pas la Vierge avec un grand V ou avec un petit V, c'est toute l'ambiguïté, qui ensuite va être animée elle-même, hein, Nadia, d'un don de guérison, où finalement c'est la Vierge qui lui aurait donné la possibilité de prendre son destin en main, et sa statue, la représentation devient secondaire par rapport à cette personne qui va s'identifier à un parcours de guérisseuse. Et là, on en est là dans le cas précis. Oui, j'ai rencontré ça dans une des images que j'ai réalisées, justement, où en fait la personne était appelée par tous les gens du quartier. Là, c'était à côté de Milan, du coup, dans une ville assez grande. Mais les gens du quartier, du coup, appelaient cette dame qui était tombée malade pendant l'apparition. Du coup, elle avait vu cette apparition, elle était tombée malade, elle avait eu des grosses fièvres, il y avait des maux des dents qui avaient guéri, mais elle avait quand même été tombée malade, et tout le monde l'appelait justement parce qu'elle la reconnaissait en tant qu'intermédiaire, justement, entre l'apparition de la population. C'est intéressant, et c'est effectivement un schéma relativement classique dans le monde méditerranéen ou proche-oriental, où un certain nombre de femmes font véritablement une carrière à travers un moment très important dans leur vie où elles sont elles-mêmes affectées, et ensuite il y a, comme le montre très bien cette situation, il y a un transfert en quelque sorte de la médiation du pouvoir, non pas donc dans leur corps propre plutôt que par l'image. Et l'image elle n'est pas secondaire, mais elle a activé, elle reste active d'ailleurs souvent, elle continue à sointer de l'huile, etc. L'huile qui va être récupérée pour faire des remèdes, mais c'est toujours, il faut quelqu'un qui prenne en main littéralement la situation. C'est vrai qu'il y a toujours ce besoin de contact en fait entre l'apparition, du coup les phénomènes invisibles, et une matérialisation vraiment qui puisse passer par la personne qui voit, ou par les contacts, par exemple on a les reliques qui sont quelque chose qui était en contact avec l'objet sacré. Oui, il y a ces contacts qui passent toujours soit à travers la lumière, du coup, à travers la vue, ou à travers l'image, ou à travers justement comme dans les suaires, qui serait une transposition négative d'un corps sur un suaire. C'est intéressant aussi, ces points de contact invisibles entre des transmissions en fait, de l'image sacrée à une personne ou un objet qui transmet, qui peut se diffuser en fait au-delà de... On peut constituer dans les suaires aussi, en fait les suaires
il est montré tous les 5 ans, alors que les images du suaire sont presque plus vénérées que le suaire lui-même. Dans les églises. Je dirais que le contact matériel, il est même, dans le cas de la Vierge de Jalais, il y a même une homologie entre le phénomène visuel et le type, qui est un phénomène de surface, et le type de miracle. C'est des guérisons de la peau, des guérisons de la vue, enfin pas de la vue en tant que telle, mais de la myopie ou d'un strabisme. Donc on a vraiment là un rapport très fort entre le type de guérison et le type de phénomène que j'appelle inouï, justement, pour ne pas dire miraculeux, pour ne pas dire merveilleux, qui sont des catégories qui sont très chargées du point de vue de la disqualification même des phénomènes. Et donc le travail que tu mènes est absolument passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute.